Il y a 2 ans, Damien Maudet crée la surprise. Âgé de 25 ans, il est élu député de la première circonscription de la Haute-Vienne face à la députée sortante macroniste Sophie Baudouin-Hubière avec plus de 2500 voix d'avance. Candidat à sa propre succession dès l'annonce de la dissolution, Damien Maudet porte aujourd'hui les couleurs du nouveau Front populaire. Face à lui, il n'y aura que 4 candidats cette année alors qu'ils étaient 8 à briguer les suffrages des électeurs il y a 2 ans. Dans cette circonscription qui inclut les communes du Palais-sur-Vienne, de Bonnac-la-Côte, Fétia, Panazol, mais aussi Ambazac, Saint-Léonard-de-Noblat et Émoutier. À droite, l'avocat Jean Vallière-Vialex est cette fois le suppléant d'Isabelle Négrier, conseillère départementale d'opposition et première adjointe au maire de Panazol. Elle se présente sous l'étiquette Alternative républicaine avec l'espoir de rassembler les voix de la droite et de la majorité présidentielle. Le Rassemblement national sera représenté par Camille Dos Santos de Oliveira, pourtant déléguée départementale du RN en Creuse et candidate Reconquête il y a 2 ans en Corrèze. 2 autres candidats sont en lice, Elisabeth Faucon pour Lutte ouvrière et Serge Moretti pour Debout la France. Et invité ce soir sur ce plateau sur France 3 Limousin et en direct également sur France Bleu Limousin et France Bleu Creuse. Isabelle Négrier, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Vous êtes première adjointe au maire de Panazol. Vous êtes candidate de l'Alternative républicaine. Damien Maudet, bonsoir. Bonsoir, Fabrice. On vient de le voir, vous êtes le député sortant et les filles candidat du nouveau Front populaire. Et puis Camille Dos Santos de Oliveira. Bonsoir. Vous êtes candidate du Rassemblement national. À mes côtés, Jérôme Edan, donc rédacteur en chef de France Bleu Limousin. Damien Maudet, hier soir, vous avez reçu le soutien donc de Clémentine Autain, Johanna Roland, la maire de Nantes, pour un grand meeting unitaire à Limoges. Alors, vous avez vécu pendant 2 ans la NUP, ça ne s'est pas toujours bien passé. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sera différent avec le Front populaire ? Vous savez, depuis aujourd'hui, on est le 19 juin 2024, donc c'était il y a 2 ans tout pile l'élection. Depuis ce jour-là, moi j'avais fait une promesse aux gens, c'était de porter leur voix de la Haute-Vienne jusqu'à Paris, jusqu'à l'Assemblée. C'est ce que j'ai fait. J'ai aussi beaucoup travaillé. J'ai écrit 8 propositions de loi à l'Assemblée nationale pour reconnaître le travail des infirmières, le travail des sapeurs-pompiers aussi, y compris pour les volontaires de les revaloriser. Et mais souvent on a été confrontés à des oppositions. Mais le fait que Renaissance ou le Rassemblement national, et souvent les deux, ont rejeté toutes ces propositions de loi. Et ce que je veux dire aux gens, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces propositions, indexer les salaires sur l'inflation, reconnaître les infirmières libérales, il y a une chance de les faire passer. Parce que le 30 juin et le 7 juillet, on a une possibilité historique de gouverner avec le nouveau Front populaire et donc de reconnaître Dominique qui a vu ses factures exploser à Saint-Priest-Torillon. Là, ça pourra être terminé. Anne, qui est infirmière à Péral-Château, elle pourra se retrouver. Mais vous n'avez pas répondu. Est-ce que ça va mieux marcher le nouveau Front populaire que la NUP ? Et vous savez, il y a un cap qui nous a guidés. Évidemment que ça fonctionnera mieux. Mais c'est l'évidence, parce qu'aujourd'hui, on est guidé par un cap, mais qu'on a quand même toujours gardé avec la NUPES. C'est la parole des gens, jusqu'à Paris, jusqu'à l'Assemblée. On a toujours fait de la politique dans la dignité, faire en sorte de reconnaître. Moi, vous pourrez voir, toutes les propositions là que j'ai écrites, elles sont issues du terrain. D'ailleurs, j'ai toujours tenu mes promesses sur le terrain, à savoir, j'ai tenu 40 permanences parlementaires, que ce soit à Chessou, à Ned, à Panazol également. L'évidence, ce n'est pas de la politique. Et l'autre sujet aussi, j'ai aussi tenu ma promesse. Vous savez, j'avais dit que je reverserais la moitié de mon salaire à des associations, donc de sport, de solidarité, même à un centre de soins infirmiers sur la circonscription. Et ça, je l'ai tenu, je continuerai de le tenir. Isabelle Négrier, la droite a mis une bonne semaine, presque jusqu'au dernier moment, à faire émerger votre candidature. Aujourd'hui, quel programme défendez-vous ? Celui de la majorité présidentielle de Gabriel Attal ou bien le programme porté jusqu'à présent, en tout cas par François-Xavier Bellamy aux européennes et cette tendance-là ? Alors écoutez, je suis candidate de l'Alternative républicaine aux élections législatives pour ma circonscription sur la Haute-Vienne. Et une chose est sûre, si je suis là aujourd'hui, c'est pour faire front aux extrêmes. On ne peut pas faire société avec les extrêmes et je ne suis pas une populiste démagogue xénophobe. Mais ça veut Avec dire quel programme ? Vous soutiendrez Emmanuel Macron ou Gabriel Attal si jamais... Je soutiendrai le programme qui respectera les politiques modérées, que ce soit dans la cohésion sociale, ce que je fais déjà en tant que première maire adjointe à la mairie de Panazol, que ce soit sur la notion de pouvoir d'achat, sur la notion aussi de sécurité et en travaillant aussi sur le bien vieillir et la santé qui m'est un thème qui m'est aussi particulièrement cher. Vous pourriez avoir une position flexible une fois élu à l'Assemblée nationale ? Oui, j'aurai la position qui nécessitera... Vous savez, c'est un chaos politique, c'est une situation inédite. Donc on ne peut pas encore être certain de ce qui se passera à l'Assemblée nationale et comment seront les groupes. Et en tout cas, moi je serai du groupe modéré qui votera des lois qui seront fidèles à la République et qui valoriseront l'ensemble des citoyens de ma circonscription, que ce soit sur le point de la santé, sur l'agriculture et sur les différents thèmes que nous pourrons évoquer. Quelques exemples, s'il vous plaît, du coup, parce Alors, que des Damien politiques Maudet, modérées... Oui, bien sûr. Vous allez lui
répondre dans un instant, mais on va d'abord donner la parole à Camille Dos Santos de Oliveira. Vous êtes donc aujourd'hui candidate du Rassemblement national dans cette circonscription. Vous êtes déléguée départementale du Rassemblement national en Creuse et vous étiez candidate donc Reconquête en Corrèze il y a 2 ans. Comment expliquez-vous aujourd'hui cette candidature dans cette circonscription-là en Limousin? Alors moi j'ai la chance du coup de connaître très bien le Limousin de par le fait que j'ai été en Corrèze. Je travaille aussi une grande partie du temps en Haute-Vienne et j'habite à cette limite de la Creuse et de la Haute-Vienne. Donc c'est une chance. Et c'est aussi une chance, comment j'explique cette candidature? Le Rassemblement national et les Français nous appellent, nous y allons. Par contre, j'aimerais poser une question à Madame Négrier, mais aussi à vous. Madame Négrier, comment pouvez-vous, parce qu'il y en a ras-le-bol, d'entendre que nos électeurs sont racistes, xénophobes, etc. Est-ce que vous vous rendez compte que sur votre circonscription que vous défendez, vous êtes en train d'insulter je ne sais pas combien d'habitants? Non, je n'insulte pas les habitants, je les respecte profondément, je suis quelqu'un d'humaniste. Par contre, je ne respecte pas les valeurs que vous voulez porter et qui ne sont pas dignes de la France pour moi. Mais excusez-moi, les valeurs que nous allons porter, on a M. Bellamy qu'on a vu sur des plateaux télé venir aussi, qui se lève à des moments contre l'immigration, un coup vous faites oui, un coup vous faites non. Je vous rappelle aussi le programme à l'époque qui était porté par M. Chirac au niveau du RPR. Si vous êtes profondément gaulliste et que vous aimez profondément ces valeurs... Je ne vous ai pas dit que j'étais profondément gaulliste. Je vous ai dit que j'étais humaniste. C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on entend de la part des personnalités de droite. Madame Dos Santos de Oliveira, je voudrais revenir juste un instant sur votre candidature dans cette circonscription où on ne vous attendait pas. Est-ce que c'est le signe d'un manque de personnel politique, de bras disponibles du Rassemblement national dans nos départements et dans nos circonscriptions? Non, absolument pas. Il y a eu une union qui a été faite. Donc on a une union avec M. Ciotti. Moi j'ai cédé à M. Lenoir, ce qui me paraissait normal au vu de cette situation. Et puis après, non, il n'y a pas de manque de personnel. Après, il y a un choix qui est fait au niveau aussi de la direction du Rassemblement national que je respecte, donc on y va. Bon, on va parler un petit peu des thèmes de cette campagne et de celui qui s'impose en premier, c'est le pouvoir d'achat. Damien Maudet, il en a été beaucoup question lors du meeting qui a rassemblé environ 1200 personnes hier au Champ de Juillet à Limoges. Est-ce que bloquer les prix des biens de première nécessité, c'est la bonne solution pour augmenter le pouvoir d'achat? C'est une solution d'urgence en tout cas. Mais je pense que la solution la plus pérenne, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, en France, on puisse vivre de son travail. C'est un vrai problème que moi, vous savez, j'ai un peu moins de 30 ans et j'ai connu une époque qui n'est pas si lointaine où quand on allait au travail, on pouvait non seulement vivre, ne pas survivre, mais on pouvait aussi partir en vacances avec ses enfants, on pouvait aussi profiter tous les jours. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Vous savez, j'ai tenu des permanences, y compris des fois dans des supermarchés, pour parler avec les gens. Et au moment des vacances, c'est un désastre de voir autant de personnes qui ne peuvent pas partir parce qu'en fait, ils n'arrivent même pas à se nourrir correctement le reste du temps. Donc la question qui doit se poser aussi, c'est les salaires, par exemple. On a nos voisins belges. Quand le prix de la vie augmente, ils l'augmentent. Ils indexent les salaires sur l'inflation. Ça me paraît être une évidence. Sur le SMIC, par exemple. C'est évident qu'aujourd'hui, le SMIC doit monter. On ne peut plus vivre avec 1 400 € par mois. C'est presque plus possible. Donc, pour pérenniser, on va dire, le pouvoir d'achat pour pérenniser une hausse du pouvoir d'achat, il y a la question des salaires. Je pense qu'il y a la question de la fiscalité aussi, qui est évidente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on veut revenir à 14 tranches d'imposition, ce qui rendrait les choses plus progressives. Et par exemple, les gens qui toucheraient moins de 4 000 € paieraient moins d'impôts. Les gens qui toucheraient plus de 4 000 € paieraient plus d'impôts. Mais ça revient aussi sur la CSG, où aujourd'hui, tout le monde paye le même taux de CSG, par exemple. Que vous soyez Kylian Mbappé ou que vous soyez salarié, vous allez payer le même taux de CSG. Et ça, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, il faut revenir avec un peu de justice dans la fiscalité, augmenter les salaires, parce que ce n'est pas normal aujourd'hui dans le pays. Vous savez, si vous mettez de l'argent, le capital est moins taxé que le travail. La force des gens, le fait que les gens se lèvent tous les matins pour aller travailler, c'est plus taxé que le capital. C'est-à-dire que les gens qui mettent de l'argent, qui font de l'argent avec de l'argent. Moi, je pense qu'on a un sujet aujourd'hui, c'est comment on rend dignité au travail aux gens. Comment les gens travaillent, ça donne du sens, et un sens aussi parce qu'on peut s'occuper de sa famille après. Isabelle Négrier, vos propositions pour soutenir ce pouvoir d'achat, est-ce que ça doit passer en effet par influer sur les tarifs de manière En tout cas, ce n'est pas cette offensive. Disposition qui me semble être vraiment importante, enfin qui me semble être juste, surtout sur notre circonscription. Nous avons des agriculteurs, nous avons des pomiculteurs, nous avons des petites exploitations. Et si jamais le coût de la production de la pomme, le coût de la production de la viande augmente,
avec un tarif bloqué. Il ne pourra pas y avoir de concurrence, il n'y aura plus de production et donc on va à la fois paupériser les personnes qui ne pourront plus acheter du moins du local ou qui vont acheter alors à ce moment-là des produits qui viendront d'où, je vous pose la question, et on va également paupériser nos agriculteurs, nos petits agriculteurs, nos pomiculteurs. Comment pouvez-vous proposer ceci ? Vous avez très bien que dans votre programme, vous accentuez la dette de façon considérable et sans avoir de bénéfices pour nos concitoyens auviennois. Alors, quelle solution, Madame Négrier, en quelques mots, pour justement influer sur le pouvoir d'achat ? Pour l'augmentation du salaire, mais pas à n'importe quelle condition. Je suis aussi, de façon progressive, en travaillant avec les charges, en revoyant l'ensemble des charges. Me dites pas que ce matin, vous n'avez pas entendu les résultats de l'étude qui évoque justement cette augmentation salariale sur laquelle je suis pour, mais pas dans n'importe quelle condition, pas brusquement, en mettant en difficulté à la fois nos petites PME, nous n'en avons déjà pas beaucoup sur notre territoire, nos porcelainiers, nous n'en avons déjà plus beaucoup. Donc si vous leur augmentez brutalement le coût des charges, attendez, laissez-moi finir. Ouais, non, vous allez non seulement paupériser les personnes qui travaillent, parce qu'à un moment donné, elles seront licenciées, et nous allons complètement martyriser nos PME. Ce n'est pas ce que je veux pour le territoire viennois, et ce n'est pas ce pourquoi je travaille. On va donner la parole à Camille Dos Santos de Oliveira, parce que vous, au niveau du Rassemblement national, vous proposez la baisse de la TVA. Pourquoi c'est plus efficace ? La TVA, mais j'aimerais revenir... Sur les produits de première nécessité. Sur les énergies, pardon. J'aimerais revenir sur quelque chose. Monsieur Maudet, qui va payer ces 1 600 €? Parce que moi, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Si vous augmentez à 1 600 €, demain, je n'ai plus de salaire, puisque je serai au chômage. On avait proposé, parce que derrière les 1 600 €, il y a des charges pour les entreprises. Il y a des charges. Et ils ne pourront pas suivre. Donc demain, là, la situation, vous dites que vous êtes pour le peuple, mais vous n'entendez pas ces petits patrons, parce que je suis désolée, mais ils existent. La France, il n'y a pas que des grands patrons en France. Et derrière, vous avez aussi des personnes qui, comme moi, élèvent un enfant toute seule, qui travaillent, mais qui, par contre, ne pourront pas garder leur emploi, parce que mon patron ne pourra pas non plus payer ce salaire chargé. Donc c'est pour ça que vous proposez la baisse de la TVA sur les énergies et les carburants pour donner du pouvoir d'achat aux Au-delà de ça, nous avions déjà proposé à l'Assemblée nationale, avec le Rassemblement national, une augmentation de 10% des salaires, mais en supprimant les charges patronales et sociales pour les patrons. De mémoire, vous n'avez pas voulu la voter. Donc il va falloir expliquer pourquoi. Parce que c'était une mesure immédiate. Pour revenir à la TVA, effectivement, nous proposons une baisse de la TVA de 5,5% pour que la personne qui, justement, veut mettre de l'essence le matin pour aller travailler, pour aller se soigner, pour emmener ses enfants à l'école, puisse avoir une essence moins chère. Donc la baisse, c'est de 20% à 5,5%. Et également sur l'électricité, sur le gaz, sur le fioul. Comment peut-on aujourd'hui en France se lever le matin et se demander s'il faut faire un choix entre l'essence, entre le chauffage, entre l'électricité aussi, pour continuer à avoir son réfrigérateur? C'est inadmissible. Mais au-delà de ça, puisque avant il y aura le temps des urgences avec nous au Rassemblement national, dans un deuxième temps, à l'automne, nous bloquerons les prix pareils sur la TVA de 5,5 sur des produits de première nécessité. Par contre, j'aimerais avoir la réponse. Pourquoi est-ce que c'était sectaire ou pas de ne pas voter cette proposition de loi que nous avions pour les salaires? Parce que c'était une mesure immédiate. C'était pas du 1006, c'était quelque chose qui était fait justement pour répondre à une mesure immédiate que les patrons pouvaient faire immédiatement. Parce que les patrons ont envie d'aider leurs salariés aussi. L'évidence, c'est que en fait, baisser les cotisations sociales, c'est ce qu'on dit, c'est aussi créer un trou dans la sécurité sociale. Il n'y a aucun doute là-dessus. Non, ce que vous êtes en train il y a de un dire, trou de 10%. Ensuite, laissez-moi terminer. Oui. Non, mais si vous ne me laissez pas terminer, madame, je ne peux pas vous expliquer. Ensuite, il y avait cette question-là. Nous, on a proposé l'indexation des salaires sur l'inflation, ce qui se fait en Belgique, et il n'y a pas de désastre absolu en Belgique, mais vous avez voté contre avec vous. La question qui se pose ensuite derrière, vous pouvez me parler des TPE et des PME, c'est la vérité. C'est qu'aujourd'hui, il y a plein de petits patrons qui sont étouffés, notamment par les prix de l'électricité. C'était un des premiers postes de dépenses. Du fait du marché européen d'énergie, nous avons voté pour sa sortie au Parlement européen. Vous êtes abstenu. Vous avez voté contre la sortie au Parlement européen. Non, c'est vrai. C'est faux. Vous avez voté contre la sortie du marché européen d'énergie. Sur la question des TPE, des PME, vous me dites qu'il n'y a pas que des grandes entreprises. Et c'est vrai. Mais vous avez tout à fait raison. Mais par contre, il y en a.
Et aujourd'hui, les dividendes, avec la flat tax qui a été imposée par Emmanuel Macron, la baisse de cotisation de taxes sur les dividendes, il y a de plus en plus de dividendes, 100 milliards d'euros de dividendes, d'accord ? Mais attendez, il y a de plus en Attendez. plus, Alors, il y a de plus non, en mais plus d'entreprises qui viennent investir en France. Je veux juste terminer là-dessus. Mmh. De plus en plus de dividendes. Aujourd'hui, c'est clair qu'on ne demandera pas aux petits patrons d'augmenter le SMIC tout seul. Ah bon ? Par contre, quand on a aujourd'hui autant de profits, il y a un système de péréquation. C'est ce que nous avions proposé à l'Assemblée nationale. Il y a un système de péréquation, que les plus gros payent gros et que les petits payent petits, mais que les gros, puis que les profits des plus gros puissent permettre aussi aux petits d'augmenter les salaires. Aujourd'hui, il faut de la répartition. Il faut une meilleure répartition pour financer le travail. Ça fait 15 minutes que ce débat a commencé. On va aborder un autre thème qui est très important dans cette circonscription, qui inclut les quartiers prioritaires de la Batide, de Beaubreuil, du Viginal, du Sablard. C'est la question de la sécurité. Camille Dos Santos, Jordan Bardella fait plusieurs propositions, notamment les peines planchées pour les délinquants, la suspension des allocations familiales pour les parents de mineurs délinquants. Est-ce que ça pourrait s'appliquer dans ces quartiers populaires que je viens de citer ? Mais oui, puisque je vais vous dire, pour avoir rencontré certaines personnes, les habitants en ont marre. Les habitants, comme tous les Français, commencent à en avoir marre de se lever le matin en se disant à quelle sauce on va être mangé aujourd'hui ? Comment ça va se passer quand on va sortir dans la rue ? Est-ce que notre maison va tenir ? Est-ce qu'on ne va pas avoir un cambriolage ou autre ? C'est plus possible. Entre les trafics de drogue, les règlements de compte, les passages à tabac, toute cette insécurité, il y en a marre. Donc effectivement, il y a aussi la vie des quartiers, il y a aussi des associations. Vous savez que cette mesure a prouvé son efficacité dans d'autres pays. C'est-à-dire ? Bien, le fait de supprimer complètement les allocations familiales dans les familles de délinquants... Ça ne sera pas complètement, ça sera... sur la tête de l'enfant qui a fait la bêtise. Il faut aussi responsabiliser les parents, madame. Bien sûr, mais il n'y a pas de souci, mais il faut aussi être capable de renforcer... Quel sera le lien d'efficacité selon vous ? Il faut aussi que les parents se rendent compte, je termine juste et je vous réponds, il faut aussi que les parents se rendent compte, ou alors demandent de l'aide, vont voir leur mère, demandent de l'aide. Exactement, j'allais y venir. Mais il faut les responsabiliser. Et qu'est-ce que vous pensez du couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans qui a été pris par le maire de Limoges ? Mais je pense que c'est une bonne idée. À un moment donné, moi, je suis maman d'une petite fille de 8 ans. Bon, elle va arriver très vite sur ses 13 ans. Qu'est-ce que font ces enfants dehors, dans la rue ? Donc, je le dis, nous en avons plus que marre d'entendre qu'on a des jeunes qui ont des casiers judiciaires plus longs que le bras et qui, du coup, les parents sont totalement dépassés ou ne s'occupent pas de leurs enfants, parce qu'il y a ça aussi. Quand on devient parent, il y a la notion aussi d'autorité parentale. Il faut aussi qu'on puisse avoir la main sur nos enfants. Damien Maudet, vous proposez le rétablissement de la police de proximité. C'est ce qui est dans le programme du nouveau Front populaire. Comment ça peut marcher ? C'est par exemple ce que défend Thierry Miguel, qui est conseiller municipal d'opposition à Limoges. Tout à fait, d'ailleurs on en a discuté assez régulièrement, puisque Thierry Miguel, lui, était aussi à travailler à la police, donc on a eu beaucoup d'échanges. D'ailleurs, c'est même des échanges qu'on a eus avec des responsables de centres, notamment dans un des quartiers prioritaires de la ville. C'est l'évidence, je pense, de revenir sur les îlotiers. C'était les gardiens de la paix qui vivaient aussi en partie dans le quartier. Le fait qu'on retisse le lien entre police et population, et notamment pour qu'il y ait de la prévention sur les jeunes qui pourraient être amenés aujourd'hui à partir dans le trafic de drogue ou à faire tout et n'importe quoi, ce qui n'est pas acceptable. Et d'avoir une police de proximité, ça aussi, ça pourrait résoudre... et avancer, et ça pourrait permettre aujourd'hui d'avancer sur la prévention. Mais c'est aussi, en fait, et surtout, une demande des policiers eux-mêmes. On se retrouve des fois dans des quartiers où il y a quasiment plus d'associations. Et je me souviens quand même d'un échange avec un responsable de centre que je ne veux pas citer pour ne pas le mettre forcément en difficulté, mais qui me disait, vous savez, aujourd'hui, M. Maudet, c'est qu'il y a des jeunes qui n'arrivent plus à leur parler. Parce qu'on n'a plus personne qui fait l'intermédiaire entre nous et eux, ou avec nous directement. Il nous faut une police qui connaisse encore mieux le quartier comme c'est le cas aujourd'hui, et une police qui est connue aussi des habitants du quartier, pour faire en sorte qu'il y ait un travail de prévention qui soit fait et que les jeunes aujourd'hui ne partent pas aujourd'hui dans la délinquance. Quand il y a des coups de feu sur l'entrée et sur la grille du commissariat de la Batide, juste à côté de chez nous, est-ce que la police de proximité, elle répond à cette situation ? Et en tout cas, il y a un travail de prévention qui est à faire. C'est pas normal aujourd'hui, c'est pas normal qu'il y ait des jeunes qui se retrouvent. C'est pas normal qu'il y ait des jeunes qui se retrouvent aujourd'hui à tirer avec des coups de feu. Pourquoi une partie des jeunes se retrouvent dans cette situation-là et pas d'autres ? C'est le travail de prévention qui doit être fait. L'excuse de la minorité et de renforcer aussi le pouvoir du maire. Je pense que c'est indispensable dans une commune comme nous, à Panazol, que vous connaissez aussi. Depuis que nous avons la vidéoprotection, eh bien, nous avons une nette diminution des incivilités. Donc, je pense qu'il faut être... Oui, mais nous l'avons beaucoup, depuis que nous avons été élus, nous l'avons beaucoup renforcé. Et donc, nous avons une nette diminution des incivilités. Donc, je pense qu'il faut revoir cette... Par monsieur, il y avait la vidéoprotection. Enfin, mais nous l'avons beaucoup développé et augmenté. Et je pense qu'il faut aussi renforcer le rôle
éducatif et renforcer l'école, et on pourrait en reparler, ça pourrait être un thème intéressant, et il nous faut aussi des médiateurs sociaux, parce qu'il faut être au plus près des quartiers, au plus près de ces jeunes, à la fois, alors si on est dans le territoire rural, par l'intermédiaire des brigades de gendarmerie, vous savez qu'il y en a une nouvelle qui est une brigade mobile sur la Haute-Vienne, et par la police municipale, pour laquelle nous devons donner des moyens supplémentaires, et y compris à la justice. Mais sur les médiateurs sociaux, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est l'évidence en tout cas d'avoir des gens pour parler, c'est sûr, avec les jeunes. Mais ces médiateurs sociaux, j'y suis très attachée. Et faire le lien, mais plus qu'attaché, aujourd'hui, c'est vrai que c'est essentiel. Indispensable. S'il n'y a pas ce travail de prévention, aujourd'hui, on va laisser des tonnes de jeunes à l'abandon. Et je prends l'exemple de Limoges, à Beaubreuil. Attendez, juste une seconde. À Beaubreuil, à Limoges, on a fait fermer la maison des associations. Il y avait 30 associations dedans. Vous vous rendez compte, les associations ont dû déménager, même la radio historique Bob FM a dû partir, celle qui organisait des concerts pour les jeunes, pour discuter avec eux. Et aujourd'hui, ça, c'est supprimé. On est en train de couper tous les liens aujourd'hui dans certains quartiers populaires. Je prends l'exemple de Beaubreuil encore une fois. 2014, juste après 2014, fermeture de la piscine, qui était un lieu qui permettait non seulement que pour les habitants du quartier d'aller se baigner, mais aussi que d'autres personnes viennent dans le quartier. Et ça permettait aujourd'hui, juste de créer du lien, et je pense qu'il faut qu'on recrée du lien dans les quartiers entre la police et la population, avec les médiateurs et avec les services publics. Dans notre territoire, notre centre d'action communale a mis un bus qui va dans nos quartiers et qui permet ainsi de rencontrer ces personnes, de boire du café, de leur expliquer, de discuter, d'éduquer. Et c'est tout ceci qui est complètement important et qui doit être encore plus porté. Il faut refaire revenir l'ordre aussi. Il faut qu'il y ait aussi la figure de la police qui revienne et qui soit restituée. Mais monsieur, je vais vous poser une question. Vous êtes en train de dire qu'il faut soutenir les policiers. Moi, je veux bien l'entendre. Mais comment pouvez-vous, dans ces cas-là, mettre monsieur Philippe Poutou, NPA, qui est en train de dire qu'il faut désarmer la police, et le mettre en plus sur la circonscription de monsieur Baltram? Il y a un double discours depuis tout à l'heure sur les salaires, maintenant sur la sécurité, que je ne comprends pas. Vous êtes sans arrêt en train de mettre de l'huile sur le feu. Ça nous éloigne un petit peu des réalités de notre circonscription, madame. Mais je voulais juste moi aussi rappeler comment avez-vous pu molester à un moment donné la police et avoir aussi ce discours. C'est pas molester possible. La police? Oui, il y a un double discours, monsieur. Oui, il y a un double discours. Je ne comprends pas. Molester la police, pourquoi? Un flic, une balle, un flic, un vote en moins sur le Rassemblement national, il me semble que ce sont des choses qui sont dans vos cortèges. Scandaleux. Quand il y a ACAB, etc. C'est scandaleux de dire ça. Oui, mais monsieur, à l'heure actuelle, vous faites partie du Front populaire. Vous vous êtes associé à des gens, dans ces cas-là, qui disent des choses scandaleuses. Enfin, madame, vous êtes associé à Frédéric Boccaletti, qui est député, qui a été condamné pour violence avec arme et qui tenait une librairie négationniste. Sur ce terrain-là. Franchement, s'il vous plaît. On va revenir à la circonscription. On est loin de la circonscription. On va revenir à la circonscription. Je pense que vous n'avez aucune leçon à donner là-dessus. Qui veut mettre une balle dans la tête. Non, mais madame Dos Santos, on n'est pas dans la circonscription. Ça, c'est un débat que vos leaders nationaux auront en temps et en heure. Moi, je voudrais qu'on revienne à notre territoire et à une question très très importante. Parce qu'on a vu que le Rassemblement national avait fait 40% des voix à Ambazac. La question du maintien des services dans les communes rurales autour de l'agglomération de Limoges, puisque la circonscription a une grosse part urbaine, mais une très grosse part rurale qui va jusqu'à Peral-Château, par exemple, ou Émoutier. Camille Dos Santos, qu'est-ce que propose aujourd'hui le Rassemblement national pour ces territoires ? Il faut revenir justement sur ces territoires. Il est plus normal que des personnes puissent faire 40 minutes de route pour une pièce d'identité, ou même que nos aînés n'arrivent pas à se déplacer, ne serait-ce que pour faire leurs courses, ou même pour de la santé. Donc ce que nous proposons, c'est pour la santé, on va dire la santé, nous voulons favoriser, inciter les médecins à venir avec des bonifications pour aller justement vers nos aînés, pour voir au niveau de la gynéco. Oui. Monsieur, il faut faire quelque chose au bout d'un moment. Oui, mais ça n'a jamais marché. C'est pour ça que nous avons créé les maisons France Service. Ça ne marche pas. Non, mais là, on parle de la santé, la France Service, la dame qui vous ouvre la porte à France Service le matin, c'est pas elle qui va vous ausculter non plus. Oui, mais là, vous proposez quelque chose qui ne fonctionne pas. Les études ont été faites, ça ne fonctionne pas. Sur l'hôpital périphérique de Saint-Léonard, il y a de nombreux médecins spécialistes. Oui, on est en train de faire qui consultent. Allez-y, si vous voulez, mais juste ça ne fonctionne pas. Ensuite, nous verrons ça. Ça a déjà été vu. Il y a déjà une étude de l'IGAS, de la Cour des comptes, des médecins. Premier ministre, nous verrons ça. Ensuite, nous voulons inciter les retraités. Faites quelque chose qui a déjà été fait, mais qui ne fonctionne pas. Nous voulons inciter les retraités. Dans ces cas-là, qui veulent continuer justement pour soutenir aussi l'hôpital qui est en train de crouler parce que le personnel est fatigué. Dans ces cas-là, en l'exonérant d'impôts sur le revenu. Donc il y a plein de solutions comme ça. Donc aggraver encore le déficit de la France, que vous voulez chacun aggraver par vos associations. On va donner la parole au moins les recettes. On va donner la parole à Mme Négrier qui est un peu en retard en termes de temps de parole. Madame Négrier, aujourd'hui la ville de Panazol est une très très grande force d'attraction aujourd'hui, mais elle est arrivée un peu
peu à saturation, qui oblige certains à aller plus loin, Saint-Jules-Martel, Oreille, etc. Comment aujourd'hui, dans ces territoires, on maintient les services? Alors, il y a deux choses. Il y a les maisons médicales dont on a parlé, avec souvent un soutien des collectivités territoriales, qui vont permettre maintenant de recevoir des médecins, mais aussi des professions paramédicales. Et c'est ce regroupement qui permettra d'avoir ainsi l'intérêt, de manière à ce que chaque citoyen ait un médecin à moins de 30 minutes de chez lui. Et ensuite, il y a les maisons France Service. Ces maisons France Service ont eu un véritable succès. On en a 2700, on en aura bientôt 3000. Depuis début janvier, il y a plus de 2 500 000 Français qui sont allés dans les maisons France Service, et il y a 80% des personnes qui sortent des maisons France Service et qui sont satisfaits. Bien entendu, il va falloir augmenter le bouquet d'offres qu'il y aura au sein de ces maisons France Service. C'est ce qu'a défendu Emmanuel Macron. Mais donc vous souscrivez à la politique d'Emmanuel Macron, Madame Négrier. Oui, mais ça, c'est quelque chose de primordial pour la ruralité et pour nos territoires. Et nous allons continuer à développer ces maisons France Service parce que c'est vraiment un point positif pour nos citoyens. Ils ont besoin de pouvoir aller quelque part. Ils sont quand même perdus. Et si nous sommes en ruralité, c'est justement l'intérêt de tout cela. Tout comme, pour revenir sur la santé, sur l'hôpital de Saint-Léonard, de nombreux médecins vont y consulter. Les médecins, les soignants, vous en parlez souvent, Monsieur Maudet, mais c'est pas se mettre avec une table devant le CHU et recueillir leurs difficultés. C'est être aussi avec eux. De loi sur la santé, c'est le rôle des députés quand même. Certes, mais quand même. Enfin, j'étais encore ce matin au CHU. Mais moi aussi, j'y suis tous les jeudis matins dès 7h. Et la parole des soignants qui est portée à l'Assemblée aussi. Et les soignants ont publics, souffert. Globalement, les maisons France Service d'Emmanuel Maudet, elles sont suffisantes pour repartir et retourner auprès de la population? Désolé, mais je vais vous le dire comme ça, mais on ne peut pas supprimer toutes les trésoreries. Après, faire des maisons de France Service, c'est dire, regardez, ou d'autres services publics, faire des maisons de France Service, c'est dire, regardez, c'est révolutionnaire. On a tout supprimé, on a refait un endroit un peu moins, et vous avez vu, ça marche mieux. Quand même, attendez, Madame Négrier, la seule chose que je n'ai pas compris, c'était quel était votre programme. Depuis tout à l'heure, il n'y a aucune mesure programmatique, si ce n'est une, je dois le reconnaître. C'est que depuis tout à l'heure, vous dites continuer. Non. C'est-à-dire que les gens qui aujourd'hui veulent continuer avec Emmanuel Macron, effectivement, devront voter pour vous. Mais nous leur proposons quand même une rupture avec ça. Ensuite, attendez, laissez-moi juste terminer sur la santé. Quand même, sur les médecins, personne aujourd'hui ne peut croire que c'est parce qu'on va donner encore une aide aux médecins qu'ils vont s'installer. C'est une stratégie qui, vraiment, je le dis avec beaucoup de sensibilité. Ça ne fonctionne pas, et toutes les études montrent que ça ne fonctionne pas. Mais les médecins savent que ça ne fonctionne pas. Par contre, nous, à l'Assemblée, on avait écrit avec des députés de gauche et de droite, et des députés de la majorité d'ailleurs, une loi contre la désertification médicale, avec l'embauche de médecins salariés dans les centres de santé. Par exemple, à Beaubreuil, aujourd'hui à Beaubreuil, il n'y a pas assez de médecins. Et on pourrait proposer aux jeunes médecins qui aujourd'hui préféraient l'exercice salarié de s'installer pendant un temps dans un centre de santé. Ensuite, il faudrait augmenter évidemment le numerus clausus. Aujourd'hui, nous formons autant de médecins que dans les années 70. Nous avons 15 millions d'habitants en plus. Non, mais c'est fait, le numerus clausus a été supprimé. Aujourd'hui, nous formons aujourd'hui. Mais il faut le temps de former un médecin. Enfin, vous le savez bien. C'est les formations c'est ceux qui arrivent. Parce qu'aujourd'hui, les universités n'ont pas assez d'études on pas assez d'argent pour former les médecins. Je veux juste terminer là-dessus. On n'a pas assez d'argent pour former les médecins. Ensuite, derrière, il y a un sujet, c'est qu'aujourd'hui, la régulation, l'installation des médecins, c'est-à-dire qu'on a 90% du territoire qui est un désert médical. Au moins, au minimum, faisons en sorte qu'il n'y ait pas de médecins qui s'installent dans les 10%. Et sur la régulation, on ne les force pas, c'est qu'il y a des zones sur lesquelles on peut s'installer ou non. Vous savez, attendez, je veux juste terminer là-dessus. Il y a quand même un point, c'est que cette mesure, elle est passée, y compris avec des voix de certains députés de la Macronie, mais elle a été refusée à 40 voix. C'était les 40 voix du Rassemblement national qui ont voté contre l'installation des médecins dans les déserts médicaux. On ne peut pas, je voulais juste dire que j'ai toujours voulu être médecin depuis mon plus jeune âge et que j'ai pu bénéficier, mais par mon travail, mais grâce à notre service public, à notre service social, j'ai pu réussir ça. Et je veux aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis là, que chaque petit Français, chaque petit Auviennoise ait une vie choisie et non pas subie par les programmes que vous proposez. Mais là, madame, vous leur proposez de continuer quelque chose qui... Bien sûr que si. Mais vous n'avez rien proposé, madame. Je ne suis pas la béquille d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il faut continuer à faire et à développer tout. Mais faire. Non, mais je suis d'accord. Mais les Français sont asphyxiés sous l'inflation, sous un système de santé qui s'écroule. Vous dites continuer, c'est pas grave, mais c'est un choix politique. Mais nous, moi, je propose de ne plus continuer. Ce débat s'arrête. Merci beaucoup à tous les trois d'y avoir participé. Nous allons maintenant aller dans une autre circonscription, mais je vous rappelle d'abord les 5 candidats qui sont présents dans cette circonscription. Vous les voyez à l'écran. Nous allons conclure
conclure cette soirée avec la deuxième circonscription de la Corrèze. Dans un instant, nous allons recevoir également 3 candidats invités ce soir dans cette circonscription. Et voici la situation politique sur cette circonscription de Brive-Lubersac-Beaulieu-sur-Dordogne. Regardez.